À tous, Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. Aujourd'hui, notre prière va à l'endroit de notre fierté. Il s'agit bien sûr du pays des hommes intègres. Que Dieu protège le Burkina Faso, le pays des hommes intègres, notre pays de tout ce qui peut être négatif pour ce pays-là et que Dieu nous protège tous, chers Burkinabés. Merci en tout cas de nous renouveler votre fidélité. Alors, aujourd'hui, nous serons avec Alphonse Ouitrago qui va décortiquer l'actualité avec nous et bien sûr qui parle d'actualité aujourd'hui, parle notamment de cette sortie du ministre de la Sécurité. On va revenir sur justement cette déclaration à travers la revue de presse. Et après ça, on parlera de syndicalisme parce que la Confédération syndicale du Burkina, CSB, a 50 ans cette année, 50 ans qui a été marqué donc par des activités et des activités d'hommage, mais également des activités de regroupement. On en parlera aujourd'hui avec le secrétaire général de la CSB. Et puis, merci donc de nous suivre depuis notamment l'avenue Thomas Sankara, ex-avenue Charles de Gaulle. Merci de nous suivre plus précisément au niveau donc du Musée national de Ouagadougou, puisque nous y sommes installés pour vous faire découvrir les habitats du Faso. On y va pour à la découverte. Les habitats du Faso à travers la rubrique à la découverte 2, vous le savez, nous avons cette rubrique-là qui part à la découverte du Burkina Faso et à travers donc des sites touristiques, des sites traditionnels, des sites historiques, politiques. Et cette semaine, on s'installe au Musée national pour vous faire découvrir ce site-là. Mais nous nous intéressons plus particulièrement aux joyaux, l'habitat du Faso, où on peut retrouver plusieurs concessions donc des différentes ethnies du Burkina Faso. On vous laisse plutôt regarder en image et suivre les témoignages de notre guide. Il s'agit de M. Auguste Bado, qui est guide touristique au sein du Musée national. Nous sommes au niveau du plateau central et pour découvrir l'habitat Mouara. Alors, la particularité de l'habitat Mouara, les maisons sont des cases rondes avec un toit en paille. Et lorsque vous y entrez, l'intérieur, vous avez beaucoup de mobilier. Par exemple, vous avez le foyer à l'intérieur de la maison. Comme je le dis, ça permet, la fumée du foyer permet de conserver le bois qui est au niveau du toit. Et également, vous allez voir qu'à l'intérieur de la maison, vous avez des ustensiles tels que les calebasses, tels que des plats en argile, des marmites en argile. Mais étant donné que l'activité phare de la femme Mouara, avant aussi c'était la filature, donc vous verrez du coton à côté. Donc à tout moment, lorsque la femme elle finit les travaux champêtres et revient le soir, elle se repose en filant le coton. L'habitat a également sa particularité, ce sont des habitats dont le toit est fait avec une terrasse. Et vous allez voir également que souvent on n'a pas besoin d'une chambre en tant que telle. On va faire juste un cloisonnement caché lorsque vous rentrez dans l'habitat que vous ne voyez pas celui qui est couché. Et à côté aussi vous avez des greniers typiques au sang. Donc ces greniers, vous allez voir au-dessus de la cime, vous avez un petit toit qui ferme le grenier. Contrairement à certains greniers d'autres communautés, vous allez voir tout est en paille. Là vous avez de la terre et c'est au sommet qu'on ferme. Et lorsque on commence à enlever les céréales, qu'on atteint un certain niveau, on va ouvrir une petite ouverture et c'est par là qu'on va enlever les céréales. Nous sommes au niveau à l'intérieur de l'habitat sans et vous voyez également que le toit est fait avec du bois, soutenu par de gros bois pour permettre de supporter le poids de la terrasse. Alors à côté, quand vous voyez toujours, vous avez une lampe à côté qui permet d'éclairer la maison la nuit. Et c'est toujours les lampes faites à base de coton, donc avec du beurre de qualité. Alors, si nous regardons, à côté, il y a toujours un foyer. Et c'est là que, puisqu'à l'intérieur de la maison, les femmes préparent, mais l'avantage, c'est que c'est la fumée de la cuisine qui permet de conserver le bois qui est au niveau du toit. Donc on peut dire que c'est une méthode endogène pour la conservation de ces matériaux. Sur le plan culinaire, donc nous avons ce qu'on appelle le zamné, c'est des lentilles sauvages qui constituent l'un des mets, je dirais, très connus chez les Sans. Donc ce mets se fait, on prépare et on consomme avec de l'huile, contrairement à d'autres communautés qui vont l'utiliser pour faire juste de la sauce. Alors, au niveau de l'art vestimentaire, il faut dire que
les sangs ont une spécialité. Vous avez ces motifs-là qu'on appelle la technique à dessin réservé, qui consiste à coudre, mettre des fils sur un pagne blanc, de le teindre avec l'indigo et après de défaire les fils. Donc en défaisant les fils, vous allez voir des traces blanches et c'est ce qui donne ces motifs que vous avez sur le pagne. On peut dire qu'il y a panoplie de motifs tels que les courriers, il y a les nuages, donc vous allez voir des colonnes blanches donc, pour constituer ces nuages-là. Bonjour et bienvenue Alphonse. Bonjour Madame Nikiema, bonjour à toutes et à tous. On découvre les titres d'abord. Oui, et je commence avec le journal L'Observateur qui affiche ce matin Gendarmerie nationale, la 50e promotion opérationnelle, écrit le journal. Kanabakoum 2, le commandement militaire, le commandement solidaire des familles de combattants, nous informe le journal. Agence de l'eau de Nakambe, jour de redevabilité avec les journalistes Aziniaré, écrit le journal. Toujours avec ce journal, on apprend offensive agricole sans moto pour accélérer l'avancée, nous informe le journal. Le journal Le Pays, ce matin, nous apprend une inhumation de l'époux du fondateur des éditions Le Pays, ultime adieu à une maman généreuse, écrit le journal. Le témoignage d'une des belles filles s'est allié à la page 2 du journal. Protection de la démocratie, selon Herman Yamego, un engagement du mandat Biden-Harris, hélas non satisfait, s'est allié à la page 10 du journal. Exonération des taxes sur la production de farine, de blé, de maïs et de sorgho, un bol d'oxygène pour les entreprises burkinabées, écrit le journal. Combattant tombé pour la patrie, le commandement militaire du camp Nabakoum 2, solidaire des familles, s'est allié à la page 2. Terminons avec le journal Le Quotidien. Le Quotidien ce matin, avec donc une interview de Ibrahim Bilem, président du comité d'organisation de la première université d'été de l'AES. Il déclare: la situation que nos trois États vivent nous amène à un engagement patriotique. Quand Nabakoum 2, le commandement militaire solidaire des familles de combattants tombés, s'est allié à la page 3. Test de nouveaux engrais NPK dans les hauts bassins, des résultats prometteurs pour le riz et le maïs, s'est allié à la page 6. Mohamed Doumi déclare: il faut réinstaurer la peine de mort le temps de la guerre. C'est allié dans le journal Le Quotidien à la page 5. Merci bien Alphonse pour les titres. On revient sur notamment le sujet phare qui alimente notamment l'actualité au Burkina. Tout à fait. C'est cette sortie du ministre de la Sécurité Ouais. pour parler d'une nouvelle ou encore d'une énième tentative de complot déjoué. Tout à fait. Dire que c'était hier donc à la télévision nationale que le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, a donc donné cette déclaration, une déclaration pour éclairer davantage les Burkinabés sur des Burkinabés aussi, qui beaucoup ne sont pas en tout cas au pays, mais ils nourrissent vraiment l'ambition de déstabiliser le pouvoir en place. Donc, on pourrait dire que c'est une déclaration qui vient à peine nommée, parce que l'inquiétude règne toujours. Et je pourrais dire que c'est une tentative déjouée, parce que selon donc, la déclaration du ministre, ces personnes qui ont été citées dans sa déclaration nourrissaient vraiment l'ambition de mettre en tout cas le pays dans le chaos, si on peut dire ainsi, parce que la volonté étant donc manifeste, on peut déjà imaginer les conséquences qui allaient donc arriver, en tout cas s'il partait vraiment passer à l'acte. Donc on peut dire Dieu merci, parce que ça allait être vraiment
ça va créer vraiment des dégâts au regard donc de l'ambition affichée, au regard donc de la volonté. Donc on peut vraiment s'en féliciter du fait que les autorités ont vraiment travaillé à ce niveau pour déjouer donc cette tentative. Et quand on voit un peu comment aussi le plan était ficelé, c'est comme tu l'as dit. Oui, ça allait passer par des tueries, ça allait vraiment remettre encore le pays dans le chaos parce que les activités allaient être impactées parce que ce qui a été comme la volonté de ces personnes-là, on peut imaginer vraiment les conséquences qui allaient être déplorables pour le pays. Donc, c'est pour cela que je dis que c'est heureux que malgré le contexte dans lequel nous sommes, des gens, des Burkinabés, fut-il exilés, aujourd'hui, nourrissent toujours l'ambition vraiment de déstabiliser le pays. C'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux. Aujourd'hui, à travers justement la sortie du ministre de la Sécurité, il y a des noms qui ont été cités clairement. Et je pense que parmi ces personnes citées, on peut retenir Newton Ahmed Bari, un journaliste, Abdoulaye Bari, un journaliste également, qui est bien connu sur les plateaux de télévision. On peut aussi citer un ancien, le adjoint de l'ANR. Toutes ces personnes-là sont citées donc dans cette déclaration de ministre comme des gens qui, en tout cas, avec d'autres personnes, nourrissaient vraiment l'ambition de déstabiliser le pays. Il faut le dire, c'est pour déstabiliser le pays parce que, comme je le dis, la situation dans laquelle nous vivons, on peut dire que les gens essaient vraiment de sortir de cette situation parce que ce n'est pas simple. Malgré tout cela, si des Burkinabés nourrissent toujours l'ambition de déstabiliser encore le pays, il faut déplorer cet état de fait. Et je pense que le gouvernement a fait son travail. Surtout ces informations récoltées. Les gens que je viens de citer, ce sont des gens qui sont bien connus sur les réseaux sociaux. Quand on parle de Newton Ahmed Bari, on connaît, on suit ses publications et bien d'autres personnes citées. Je pense que le fait de citer ces personnes-là, ces noms-là, ça interpelle leur famille, ça les amène à se raviser. En tout cas, pour ceux-là qu'on pourrait dire que à un moment donné, sont égarés, ils peuvent revenir toujours dans la maison, ils peuvent vraiment adopter une bonne posture. Et je pense que cette communication du gouvernement était très attendue. Parce que généralement, on parle de tentatives, des gens qui nourrissent l'ambition de déstabiliser le pays, mais on ne cite pas des noms. Mais le gouvernement, dans sa déclaration, a été plus clair, voilà, en citant ces personnes-là. Non seulement c'est pour interpeller leur famille, en plus de ça, c'est pour amener les uns et les autres à se mettre ensemble pour en tout cas faire sortir le pays de cette situation que nous vivons, d'une situation d'insécurité. Je pense que c'est une communication qui était plus ou moins attendue. Oui. Alors, ce qui est peut-être aussi à noter dans cette déclaration du ministre, c'est qu'il dit que les jours ou le mois à venir ou les prochaines fois, il se pourrait qu'on puisse même donner notamment les bailleurs détails, de fonds. Voilà. Parce que on sait qu'on ne peut pas... Le nom de bailleurs de fonds oui, et d'organisations de la société civile. Donc, comprenez que c'est une communication qui aura donc une suite parce que ces personnes citées ne peuvent pas agir sans vraiment le soutien financier de X ou Y. Donc, non seulement, ça peut être au niveau international, au plan national, peut-être qu'il y a des gens qui, en tout cas, promettaient d'offrir leurs services. Donc, je pense que le gouvernement va donner en tout cas une suite après donc cette communication. Bien sûr, avec les OSC aussi, vous savez qu'on ne peut pas agir, en tout cas pour une histoire pareille, sans le soutien de ces OSC, des gens qui vont sortir applaudir, des gens qui allaient d'une manière ou d'une autre applaudir. Donc, je pense que dans les jours à venir, le gouvernement va revenir
sur cette question. Merci bien, Merci. Alphonse, pour cette analyse. Merci. On va maintenant parcourir quelques villes d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. Nous sommes avec M. Guy-Olivier Ouedraogo, le secrétaire général de la CSB, la Confédération syndicale du Burkina Faso, qui commémore 50 ans cette année. Et on en parle avec notre invité. Bonjour à vous, M. Ouedraogo. Oui, bonjour madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Les activités du cinquantenaire, c'est terminé. Dieu merci, ça s'est très bien terminé. Okay. Et nous remercions Dieu pour cela. Alors, parlons justement de la Confédération syndicale du Burkina. 50 ans d'existence. Revenons quand même à la genèse même de cette confédération. Bien, j'introduirai d'abord par ce que c'est que le syndicalisme de manière brève. Vous savez que vers le 18e et 19e siècle, l'Europe a connu un changement dans son mode de production qui a amené l'industrialisation. Et l'industrialisation a vu la naissance de deux classes, la classe ouvrière et la classe bourgeoise. La classe ouvrière étant soumise à l'exploitation de la classe bourgeoise, s'est organisée pour défendre naturellement ses intérêts. Cela a commencé par des sociétés mutualistes et avec certains courants de pensée idéologiques, notamment le marxisme et autres, les travailleurs se sont mieux organisés pour établir un projet de société. Donc c'est ainsi qu'est né le syndicalisme avec beaucoup d'influences politiques et autres. Et finalement, le syndicalisme est arrivé en Afrique, pas forcément par le travail, par les relations de travail, parce que nous n'avions pas eu l'industrialisation que l'Europe a eue, mais c'est surtout la lutte pour l'indépendance, parce que les quelques travailleurs africains qui étaient là, suite à la colonisation et autres, et voulaient avoir les mêmes droits que les colons qui travaillaient en Afrique. Donc, pour eux, s'ils ne pouvaient pas l'avoir, c'était mieux qu'ils prennent leur indépendance et pouvoir effectivement avoir ces droits. Donc, c'est ainsi que les premiers signes de lutte ont commencé. Et quant à l'organisation même type et des syndicats que nous avons aujourd'hui, il faut se dire aussi que l'influence des syndicats européens a joué, ce qui nous a amené à avoir dans les années 46-47 la naissance de certaines sections syndicales au Burkina Faso. Et c'est principalement des sections qui relevaient du courant révolutionnaire, du courant catholique, parce que je vous ai dit que beaucoup, les syndicats ont été influencés par les courants politiques et religieux, et aussi du courant libéral. Et la CSB est un peu différente de par sa naissance, parce que la CSB est née de la volonté des intellectuels africains à l'époque, qui avaient milité au niveau de la FEANF, la Fédération des étudiants d'Afrique noire francophone, au niveau de l'UGF, et qui pour la plupart étaient de tendance de gauche. C'était des révolutionnaires. Okay. Donc ils ont créé la CSB, et dans le but effectivement de faire un syndicalisme très combatif qui devait booster l'impérialisme hors du Burkina et créer les conditions d'un développement endogène pour le peuple burkinabé. Donc la CSB est née avec un idéal de parfaire ce qui était déjà sur le terrain, parce que quelque part ils pensaient que tout ce que nous avons acquis comme indépendance et autres semblait factuel. Donc il fallait effectivement pousser un peu plus pour si on voulait que les peuples africains puissent vivre mieux. Et après sa naissance, c'est sûr qu'elle a évolué avec le temps et évolué avec les régimes qui se sont succédés aussi au Burkina Faso. Bien sûr, la CSB est née sous la Deuxième République où c'était le président de la Mizana avec des partis politiques et autres, et qui d'ailleurs ne s'entendaient pas trop, et ce qui a amené effectivement à la dissolution, entre-temps ce qu'on a appelé un peu un coup d'État démocratique et autres. La Mizana a repris les rênes du pouvoir avec les militaires, et cela a évolué jusqu'à ce qu'ils veuillent faire un parti unique au Burkina Faso, et cela a été rejeté justement par le mouvement syndical. Ils voulaient mettre en place ce qu'on a appelé le mouvement national du renouveau, et cela c'était en 1975. Et effectivement, après la Mizana, il y a eu le CMRPN qui a durci le droit de grève et autres. La CSB s'est mobilisée.
Ça a coûté à la CSB d'être dissoute. Ah, oui. Voilà, c'est la seule centrale au Burkina qui a été dissoute en son temps. Son secrétaire général arrêté. Et le CMRPN aussi a perdu le pouvoir au profit du CSP et enfin du CNR. Mais malheureusement, sous le CNR aussi, la CSB a subi beaucoup de répression. Sous la révolution démocratique et populaire, où son secrétaire général a été arrêté, 8 membres et de son bureau aussi ont été arrêtés, donc la CSB était pratiquement décapitée. Il y a eu des putschs syndicaux au niveau de ces syndicats de base et autres. Et finalement, à la fin de la révolution, pratiquement en 87, de 17 membres que comptait la CSB, il n'en restait à peu près que 8 ou 9 syndicats. Donc c'est l'histoire. Et c'est l'histoire, voilà. Oui. Sinon que nous avons d'une manière ou d'une autre, on ne peut pas, voilà, mais les recherches sont là. Nous avons d'une manière ou d'une autre aussi contribué à l'avènement de la révolution démocratique et populaire. Mais les mésententes restent les mésententes, surtout sur le plan idéologique. Et ce qui devait arriver est arrivé. Donc nous ne regrettons pas d'avoir été un syndicat révolutionnaire. Et après, est-ce que la CSB a plutôt eu une période assez, plus paisible sous le règne de Blaise Compaoré? Bien sûr que, sous le règne de Blaise Compaoré, nous sommes rentrés dans la démocratie, entre griffes. Oui. Mais quand même, ça a permis aux organisations syndicales à la sortie de l'ère révolutionnaire de faire ce qu'on a appelé l'état généraux du syndicalisme, de rencontrer le gouvernement en son temps et de pouvoir effectivement recouvrer certains droits que les travailleurs avaient perdus. Et le monde aussi avait changé avec la chute du mur de Berlin. Donc, ce qui nous a amené dans une longue réflexion à sortir du syndicalisme révolutionnaire pour entrer dans le syndicalisme réformiste. C'est-à-dire aussi simple que ça, nous reconnaissons la démocratie en tant que le pan politique du libéralisme, mais en tout cas nous nous battons contre le capitalisme qui est le pan économique du libéralisme. Le capitalisme crée beaucoup d'injustices, beaucoup d'inégalités et nous sommes restés fermes là-dessus. Donc les réformistes sont des révolutionnaires qui reconnaissent le processus démocratique, mais pas une démocratie dévoyée. Ça aussi, il faut le dire. Nous militons pour une vraie démocratie où effectivement le citoyen est libre de choisir celui qu'il veut et que vraiment ça soit vraiment le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est extrêmement important. C'est de cette démocratie que nous parlons et nous ajoutons effectivement que cette démocratie doit travailler à ce que l'économie soit au service du social et non le contraire. D'où notre foi en la démocratie sociale. On sait que sous notamment les régimes de transition, quand on a parlé de tentatives de coup d'État et autres, on a vu des syndicats qui se sont levés, qui ont dû faire un bras de fer pour éviter que ça passe. C'était quoi la position de la CSP? La position de la CSP, on était à l'avant-garde de ce combat, c'est normal. Nous, c'est la démocratie. Donc, il y va de soi que pour défendre la démocratie, nous sommes toujours devant. Donc, nous étions à l'avant-garde du combat. Donc, pour cela, nous avons notre foi à la démocratie. Nous disons bien la vraie démocratie. Voilà, donc nous étions aux avant-postes du combat. Et quand on parle de l'évolution, avant d'évoquer les autres aspects, venons-en justement à l'actualité. C'est quoi la position de la Confédération syndicale du Burkina par rapport à la situation actuelle? Je veux parler maintenant du régime actuel. Non, depuis 2016, si vous voyez très bien, nous avons été une des premières organisations à prendre rapidement conscience de la menace terroriste. Et en 2018, nous avons tenu un forum au niveau de Jean-Pierre Guingané, Maison des jeunes Jean-Pierre Guingané. Et de ce forum, nous avons fait une conférence de presse où nous avons appelé le président Roch-Marc Christian Kaboré à prendre des mesures. D'abord pour renforcer l'armée, pour appeler à l'union sacrée et enfin pour demander des contributions volontaires aux uns et aux autres parce que défendre le pays, c'est une affaire de tous. Et à l'époque, nous avons tenu une conférence de presse pour l'expliquer. Si vous avez votre VAR, vous pouvez bien le regarder.
Nous avons très bien expliqué notre position en son temps. Et nous avons eu la chance de rencontrer le président Roch-Christian Kaboré à l'époque, parce qu'il y avait des volets que nous ne pouvons pas porter au niveau de la presse. Et ces volets que nous avons discutés avec certains experts ont été portés à l'attention du président. Et nous avons toujours appelé les travailleurs à mettre la défense du territoire, de notre territoire, en avant par rapport à toute autre préoccupation. Nous n'avons pas été compris en son temps. Nous avons été traités de vendus, de traîtres, de tout ce qui s'ensuit. Souvenez-vous des débats sur l'UTS. Nous avons dit qu'on ne peut pas priver un État en guerre de ses ressources. Parce que si on prive l'État, comment l'État va pouvoir acheter des armes? Mais et si l'État n'a pas ces ressources, l'État les cherchera ailleurs, aller vers des taxes. Et ces taxes vont enchérir le coût de la vie pour les plus pauvres. Voilà. Nous sommes pour la justice sociale. Nous ne pouvons pas aller dans ce sens. Aujourd'hui, jugez-en. Les sacrifices pour défendre une nation est obligatoire. Voilà. Et nous l'avons dit depuis la nuit des temps. On a été traité de tout, injurié, traîné dans la boue. Aujourd'hui, chacun n'a qu'à juger. Chacun n'a qu'à juger. Je suis là. Vous pouvez sortir votre VAR et tout, on peut ouvrir les débats. Nous l'avons dit avant tout le monde. La notion d'union sacrée, c'est nous qui l'avons posée en premier lieu. Voilà ce qu'est un syndicat avant-gardiste. Avant-gardiste. Ouais. Pour ces 50 ans, vous avez dit 50 ans à lutter contre l'insécurité sociale au Burkina, à lutter pour l'intérêt donc des travailleurs et des populations. Est-ce que vous pensez que vous avez pu atteindre cet objectif? Bon, plus ou moins, parce que c'est pas aussi simple que ça. Ça demande beaucoup de formation, ça demande beaucoup de sensibilisation pour que les uns et les autres puissent comprendre notre position. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans le pays est un pain béni et chacun pourra comprendre effectivement pourquoi nous avions ces positions en son temps. C'est extrêmement important parce que les sensibilisations et les formations ne suffisent pas. Souvent aussi, il faut des exemples. Voilà. Aujourd'hui, je pense que tous les Burkinabés sont conscients qu'il faut se donner la main pour défendre ce pays. Voilà. Et de passer de nos intérêts en tant que tels, c'est vrai, mais la défense de notre pays passe avant tout. Nous l'avons posé avant tout le monde. Voilà. Mais pour justement le monde des travailleurs, le monde ou la population, qu'est-ce que en fait vos luttes ont pu concrètement apporter? Non, vous savez que pour diminuer l'impact du capitalisme, nous avons la politique de protection sociale. La politique de protection sociale, c'est l'accompagnement de l'homme depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Donc, nous sommes battus pour qu'effectivement, la question de l'assurance maladie soit une effectivité, la question de l'éducation soit une effectivité, et quand la personne travaille, il faudrait que la personne effectivement ait un travail décent qui lui permet de nourrir sa famille, d'éduquer ses enfants, d'avoir une assurance maladie, d'avoir une assurance retraite, c'est extrêmement important. Et vous voyez aujourd'hui que nous nous sommes battus pour faire relever le SMIC. Nous nous sommes battus à l'époque pour qu'il y ait une harmonisation des salaires, mais bien sûr sans que personne ne perde quoi que ce soit, et aussi indexer les salaires sur les indicateurs tels que l'inflation et la croissance économique du pays, pour permettre effectivement à ce qu'on voit clair dans ce que nous faisons et que les ressources aussi puissent construire pour les plus pauvres et les plus démunis. Donc c'est toute une stratégie pour arriver à un projet de société où les travailleurs sont en harmonie avec le peuple. Il ne faudrait pas un jour qu'on puisse démontrer au peuple que les travailleurs sont des parasites, les travailleurs sont ceci, cela, et par rapport au reste du peuple. Cela a été dit et cela a été mis en œuvre entre-temps par certains régimes dans ce pays où ils ont dit non, vous êtes minoritaire et vous avez tout par rapport au reste du peuple. Ça, il ne faudrait pas que les travailleurs se retrouvent dans cette position. C'est ce qui a été notre combat. Bien sûr qu'aujourd'hui, il y a eu l'augmentation du MIR, il y a l'assurance maladie universelle qui est en train d'être mise en œuvre petit à petit. Tout cela, toute cette politique permettra d'atténuer
les affres du capitalisme qui sont source d'inégalité, qui sont source d'inéquité sociale. On pourrait dire que, quoi qu'on dise, hein, il y a des acquis, mais forcément, il y a d'autres défis à relever. Bien sûr, vous savez que la construction d'un projet de société n'est pas aussi simple que cela, parce qu'il faudrait effectivement le faire avec tout le monde. Donc, il faudrait discuter avec les travailleurs, tout ce que nous disons. Nous souhaitons que les travailleurs y soient associés, qu'il y ait des discussions avec les travailleurs, qu'il y ait des discussions avec les autres composants du peuple pour pouvoir arriver effectivement à des résultats. Ce que nous souhaitons, c'est que les travailleurs vivent très bien au Burkina Faso et en symbiose avec l'ensemble de la population. Il ne faudrait pas que les travailleurs soient vus comme étant des privilégiés ou des parasites par rapport à l'ensemble du peuple. C'est ça notre souci, et c'est normal. Et nous sommes dans un pays où tout le monde est travailleur d'ailleurs. Au niveau de la CSB, vous avez les travailleurs du formel, vous avez les travailleurs de l'économie informelle. Et ils sont au même rang, parce que nous les considérons aussi comme des travailleurs qui contribuent à la richesse au Burkina Faso et qui doivent avoir des retombées de cette richesse. On a vu, hein, il y a vraiment pas longtemps de cela aussi des hostilités contre notamment les syndicats et autres. On les a même garants entre griffes. Certains ont dit attention, ne sortez pas pour réclamer ceci ou cela parce que des menaces même. Comment vous avez suivi en fait l'actualité en lien avec tout ça? J'ai suivi ça, j'ai un certain âge. Hein. Ça, on dit que Karl Marx disait, je cite, celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à le revivre. Fin de citation. Donc, ce qui est arrivé, c'est parce que les jeunes travailleurs ne connaissent pas l'histoire. Et cela s'est déjà manifesté sous d'autres régimes. Et c'est ce que nous avons voulu éviter justement et en appliquant une certaine politique syndicale. Sinon, c'est dommage, c'est des incompréhensions qui existent. Certains sont plus zélés que d'autres et veulent en découdre, mais ils traduisent parfois aussi ce que d'autres pensent et de manière souterraine. Donc, c'est à nous, étant les fils du pays qui avons eu la chance d'avoir une éducation et autres, et de leur expliquer, de les orienter et d'avoir une politique qui arrive à les faire comprendre qu'en réalité, nous travaillons pour eux. Ce sont nos frères et nos sœurs, ça ne peut pas être autrement. Donc voilà, ça arrive, c'est normal, voilà, ça arrive, mais ce n'est pas si grave que ça. Il faut travailler à ce que ça n'arrive plus. Est-ce que l'environnement socio-politique actuel du Burkina est favorable notamment à des réclamations ou des marches ou des contestations? Non, je ne pense pas trop et je le pensais. Je pensais aussi que cela ne devrait pas être vraiment d'actualité, même quand nous étions sous la démocratie, parce qu'on avait mis en place le Haut Conseil du dialogue social. C'était pour permettre aux uns aux autres de pouvoir échanger et de régler les différents conflits dans le cadre du dialogue. Parce que tout conflit qui dégénère affaiblit une nation. Qu'elle soit en guerre ou qu'elle soit en paix, les conflits affaiblissent une nation. Je vous prends un exemple. Vous voyez qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas un pays en Europe qui a subi autant de destruction que l'Allemagne. L'Allemagne est un pays où le dialogue social fonctionne correctement, différemment de la France où ils passent leur temps à se taper dessus. Mais l'Allemagne s'est relevée en un rien de temps et aujourd'hui, l'Allemagne est devenue encore la première puissance économique en Europe. Donc, c'est vous dire que le dialogue social, avec une bonne démocratie sociale, peut booster une nation très loin. Pour la commémoration du 50e de la Confédération syndicale du Burkina, qu'est-ce que vous avez mené comme activité? Bien, nous avons commencé d'abord le vendredi 20. Il y a eu un atelier sur le genre, les violences basées sur le genre, en relation avec la C155, la sécurité santé au travail. Donc cet atelier a été animé par une de nos partenaires
et notre responsable genre. Et le samedi 21, dans la matinée, nous avons eu un panel justement sur le thème de ce cinquantenaire, à savoir quel syndicalisme dans un Burkina Faso confronté à des défis existentiels. Ce panel a été animé par le docteur Sango et puis ma personne. Nous sommes arrivés à des recommandations et dans la soirée, nous avons effectivement commencé la commémoration par, comme cela se fait, le discours d'ouverture, l'hommage à nos disparus et bien sûr la présentation de l'historique de la CSB à travers le livre que nous avons produit. Nous avons produit un livre sur l'historique de la CSB, mais surtout qui est aussi l'historique du syndicalisme burkinabé. Et qui, effectivement, aussi, avant de rentrer dans le syndicalisme burkinabé, parle du syndicalisme en général, de sa naissance, et comment le syndicalisme est arrivé en Afrique. Donc, c'est un livre que j'appelle tous les travailleurs à acheter, à lire, et ça s'intitule La CSB, ou l'épopée d'une organisation syndicale, l'épopée atypique d'une organisation syndicale. Et le livre est en vente au niveau de la CSB et à certains points que nous allons définir et ne coûte que la modique somme de 7 000 francs. Et maintenant, si vous avez votre carte de membre de la CSB, eh bien, il y a quand même un rabais qui est fait. Donc, si vous voulez qu'il y ait ce rabais, vous prenez votre carte CSB et puis voilà. Donc, je vous invite à venir chercher le livre. Le livre. Voilà. Certainement, on aura d'autres occasions aussi pour feuilleter ensemble justement ce livre-là. Donc, il était aussi important pour vous de rendre hommage aux dévanciers. Bien sûr, qui ont beaucoup souffert. Parce qu'ils ont créé cette organisation en 1974. Ce n'était pas aussi simple que ça. Ils ont subi beaucoup de répression. Et surtout les premiers responsables. C'est sur eux que tombent souvent les foudres. Donc, beaucoup d'entre eux ne sont plus de ce monde. Mais nous avons tenu à honorer leur mémoire. Nous avons remis des certificats de reconnaissance à leurs familles. Et nous avons remis aussi des certificats de reconnaissance à ceux qui vivent actuellement. Et Dieu merci, Dieu les a préservés jusqu'à aujourd'hui. Et nous rendons grâce à Dieu. Nous leur avons remis des certificats de reconnaissance. Pour que la jeunesse sache que toute bonne œuvre n'est jamais perdu. Même si tu n'es pas là, certains se souviendront de toi et c'est ce qui est important. Vous avez parlé tantôt de recommandations qui sont sorties quand même de ces échanges-là. Est-ce qu'on peut avoir quelques points? Non, les recommandations, nous avons regardé l'état des lieux. Nous avons dit que la priorité des priorités, c'est se battre pour effectivement booster le terrorisme hors du Burkina. Mais il ne faudrait pas perdre de vue la construction d'une société où il y aura plus de justice sociale, plus de solidarité et aussi de la démocratie. Donc, voilà nos recommandations, voilà les perspectives que nous voyons, tout en mettant en avant la lutte contre le terrorisme comme étant la priorité des priorités. Voilà. Merci beaucoup. Et comment on se projette dans l'avenir? Comment vous voyez en fait la Confédération syndicale du Burkina dans l'avenir, les années à venir? Non, bon, je pense que sur la base des recommandations que nous avons eu à faire, il faut beaucoup renforcer la formation, il faut beaucoup arriver à convaincre les militants d'un syndicalisme qui pose à tout moment la question du projet de société. Et c'est extrêmement important. Et si cela est fait, et je vois des grandes organisations syndicales qui seront en osmose avec le peuple. C'est extrêmement important. Et les syndicats, en son temps, pourront jouer les premiers rôles, tels qu'ils l'ont joué pour l'indépendance de nos nations. Et rappelez-vous que ce jeu a amené même les syndicats à un certain moment où les responsables de ces syndicats ont été les premiers responsables des pays africains tout juste après l'indépendance. Je citerai quelques-uns. Ahmed Sékou Touré, qui a été secrétaire général de l'IGETAN, l'Union générale des travailleurs d'Afrique noire. Il y a Modibo Keïta. Il y a même le président Houphouët-Boigny. Il était syndicaliste, mais même si c'était un syndicaliste des planteurs un peu bourgeois.
Donc, Kwame Nkrumah, tout ceci, il faut se dire que ce sont des sécrétions du mouvement syndical africain. Donc, voilà ce que je peux dire. Il y a du travail à faire. D'autres vont le continuer après nous. Et s'ils maintiennent le cap, je pense que le syndicalisme redonnera de l'espoir à l'Afrique. Et pour le contexte actuel pour vous, donc il faut plutôt un syndicalisme modéré? Bon, je ne sais pas ce que c'est qu'un syndicalisme modéré. C'est un concept que j'apprends sur votre plateau. Nous sommes un syndicat réformiste. Et dans l'histoire du syndicalisme réformiste, quand nous avons réfléchi, le syndicalisme a de l'histoire. Parce que, étant des syndicalistes réformistes, si vous, la deuxième internationale qui s'est tenue en France, si ma mémoire ne me trompe pas, c'était pratiquement en 1892, à la veille de la Première Guerre mondiale. Les réformistes étaient pour que les syndicats supportent les différents gouvernements dans la guerre qui se présentait. Certains n'étaient pas d'accord, même parmi les réformistes. Je me rappelle du camarade Jaurès qui a été assassiné et qui est un illustre homme politique aujourd'hui au niveau de la France. La rue qui porte son nom, j'ai toujours l'occasion d'y aller. Et voilà, les révolutionnaires disaient de ne pas supporter effectivement que c'est une guerre impérialiste, capitaliste et tout. Donc, on sait ce qui est arrivé après, l'histoire est un peu longue, mais sachez qu'en tant que réformiste, s'il y a des difficultés dans notre nation, nous allons nous tenir auprès de tous nos frères pour défendre notre pays. Voilà, c'est ça la position des réformistes. Donc les réformistes maintenant, le modéré, oui. Et je ne sais pas ce que c'est. Mais nous accompagnons tout en ayant nos valeurs. Okay. Voilà, tout en gardant nos valeurs. Et sur les questions démocratiques, de liberté et autres, nous ne les étayons pas du tout. Mais nous pensons qu'il faut avancer dans ce sens tout en ayant, voilà, ces préoccupations aussi. Comment construire une société. Parce que tout ce qui arrive, il faut bien le diagnostiquer. Voilà. Pour que l'histoire ne se répète pas continuellement. Voilà. Tout le problème, c'est quel projet de société. Voilà. Et c'est en cela que Karl Marx avait raison, la citation que j'ai donnée. Il disait la lutte des peuples n'est qu'une lutte de classe. Voilà. La dynamique des peuples n'est qu'une dynamique de classe. Bon. Quand on ne la maîtrise pas comme ça, quand on ne se dit pas que ce qui arrive, c'est peut-être les conditions inégalités, les iniquités et autres qui le fondent, et quelle société voilà, mettre en place, eh bien, on est dans les perpétuels recommencements. Ce qui n'est pas intéressant au niveau de nos pays, ni au niveau de l'Afrique. Merci beaucoup, Monsieur Guy-Olivier Ouedraogo. Merci d'avoir répondu à nos questions. Qu'est-ce que vous pourrez dire? Non, ce que je pourrais dire, je souhaite seulement, vraiment vivement, que la paix revienne dans notre pays, que nous arrivons ensemble à construire un projet de société où nous avons moins d'injustice sociale, nous avons plus de solidarité, plus de dialogue social, plus de démocratie. Et je suis convaincu qu'une société pareille fera effectivement le bonheur des travailleurs burkinabés, qui sont les plus nombreux au Burkina Faso. Puisque quand je parle de travailleurs, je parle des travailleurs du formel et des travailleurs de l'informel. Merci beaucoup. Je rappelle que M. Guy-Olivier Ouedraogo est le secrétaire général de la Confédération syndicale du Burkina Faso, CSB, qui a commémoré notamment les jours derniers 50 ans d'existence. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque une petite pause et on revient. Nous recevons aujourd'hui le professeur de SVT au niveau de Comsilga, promoteur de K-Educ, un cabinet en tout cas qui vous offre des services en termes donc d'apprentissage scolaire, vente de manuels également et accompagnement de vos enfants. Et puis promoteur d'un événement, il s'agit donc du CONFEC. Voilà, c'est de la CONFEC, la conférence des CONFEC, voilà, les conférences alors. Voilà, nous sommes avec M. Sibiri Keno. Bonjour. Bonjour maman. Bienvenue sur ce plateau. Merci d'être là. Alors justement les CONFEC, donc les conférences de l'éducation.
Ça s'est passé le week-end dernier. Oui. Comment ça s'est passé justement? Est-ce que ça s'est bien passé? C'est bien déroulé? Oui, les conférences sur l'éducation de Komselga et troisième édition se sont très bien déroulées grâce au soutien de nombreux acteurs dont Savant TV qui m'a accompagné de bout en bout. Et je vous dis merci. Et on a eu le panel et on a fait la remise des dons aux enfants vulnérables. Voilà, une remise symbolique. Et après, maintenant, on va passer dans les écoles et dans les différentes familles pour les auto-remises. Voilà, il y a aussi la collecte de fonds qu'on a fait sur place. En tout cas, dans l'ensemble, tout s'est bien déroulé. Les gens sont sortis, l'exposition aussi. En tout cas, ça a été waouh. Tant mieux. On verra le bilan certainement un autre jour. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de la nécessité d'être reconnaissant envers les autres. C'est un thème de la société. C'est un thème aussi qui parle des valeurs de nos sociétés. Alors, la nécessité d'être reconnaissant envers les autres. Est-ce déjà le début, justement, des cours d'éducation civique, M. Kino? Oui, oui et non. Alors, l'éducation civique que l'État est en train de réintroduire à partir de cette rentrée scolaire dans l'enseignement et au poste primaire et au secondaire. Alors, avec pour objectif, bien sûr, de cultiver le civisme, le patriotisme et de promouvoir les valeurs très utiles de notre société, voilà, telles que le respect, voilà, donc tout ça. Alors, ça inspire, oui, mais moi-même en tant qu'enseignant, et c'est des valeurs que je promets, mes élèves, que j'essaie de promouvoir. Mes élèves savent bien ça. À chaque fois, il faut dire merci. Voilà, quand on te fait du bien. Voilà, donc il y a les conférences qui sont déroulées récemment. Et c'est tout à fait normal que je sois reconnaissant envers tous ces gens-là qui m'ont soutenu dans Savant TV. Alors, Monsieur Keno, ça veut dire quoi être reconnaissant en fait? Alors, être reconnaissant envers l'autre, c'est lui prouver son amour parce qu'il a été, parce qu'il est à côté de toi, parce qu'il a fait quelque chose pour toi. C'est reconnaître qu'il a contribué à ton succès, à ce que tu es. Voilà, c'est reconnaître qu'il t'a soutenu, qu'il était en difficulté, qu'il t'a accompagné. Voilà, et parce qu'il t'a mis au monde. On peut être reconnaissant. On doit être reconnaissant envers les parents, tout simplement parce que nous existons. Quand on dit Ibrahim Traoré, quand on dit Abdul Service, quand on cite Ebomaf, alors c'est grâce aux efforts de leurs parents, en première position, qu'ils sont ce qu'ils sont. Donc, la reconnaissance des enfants envers les parents, c'est tout à fait normal. Et pourquoi doit-on manifester justement sa reconnaissance envers les autres? Alors, on doit manifester sa reconnaissance envers les autres. Alors, pour tout simplement les encourager. Et c'est une manifestation d'amour pour son prochain, comme je l'ai dit, mais ça encourage. Par exemple, quand quelqu'un il tourne, il fait le bien, c'est fatigant. Hein? Quand tu veux faire le mal, c'est en quelques secondes et puis voilà. Et les gens vont parler, les médias vont venir prendre ça cadeau. Mais quand tu veux faire le bien, c'est fatigant, ça demande de l'énergie, de l'argent. Donc quand quelqu'un fait tout ça, il faut l'encourager en disant un merci, en lui adressant des attentions de reconnaissance. Et même un simple geste, ça peut l'aider ça peut l'encourager. Et ça le motive à continuer dans ce sens. Sinon, à un certain moment, certaines personnes, après avoir tourné, fait le bien, travaillé pour les gens, alors ils se demandent est-ce que c'est bien. Est-ce que ce que je fais au fil, c'est bien? Parce que personne ne dit rien et moi, ça me fatigue. Et l'encourage souvent qui décourage. Alors, est-ce que c'est toi seul, alors qui est enseignant, tu tournes, tu fais ça? Est-ce que c'est toi seul qui as l'argent, tu aides les autres? Alors, est-ce que c'est eux qui ont travaillé pour te donner l'argent? Tu n'as pas de parents, tu n'as pas de famille. Voilà. Donc, c'est décourageant quand les gens parlent. Mais quand ceux que tu accompagnes et ceux que tu soutiens là sont reconnaissants, ça te motive et ça te permet de continuer dans cette lancée, de promouvoir cette valeur. Bien sûr. Alors, quelles sont maintenant les conséquences si on n'est pas reconnaissant envers les autres? Alors, quand on n'est pas reconnaissant envers les autres, tout naturellement, il y a le fait que le découragement, l'abandon du bienfait, ou bien, par exemple, un travailleur dans votre service qui travaille très bien. Et quand il y a des décorations, des honneurs, alors, c'est tellement oublié, ça peut le décourager complètement. Et vous allez voir que ça va jouer sur son rendement.
Et quand vous prenez chez nous dans l'enseignement apprentissage, alors les enseignants savent très bien qu'un enfant qui est encouragé, vraiment, il produit plus. Oui. Alors même quand le simple fait de lever le doigt et puis donner une réponse, même si ce n'est pas la bonne réponse, ou bien ce n'est pas une réponse suffisante, il faut l'encourager parce qu'il y a d'autres qui vont venir et faire 2 heures de cours sans ouvrir la bouche. Ça veut dire qu'il ne s'intéresse pas à ce que tu dis. Mais quelqu'un s'intéresse à ce que tu dis, même si ce n'est pas bien. On doit l'encourager avec très bien. Merci pour avoir tenté. Voilà, en tout cas des encouragements comme ça, ça leur donne beaucoup de tonus et puis c'est intéressant. Et quand on n'encourage pas aussi, c'est la perte des valeurs. On perd des valeurs. Et on perd des modèles. Par exemple, si on dit que Thomas Sankara, tout le monde entier parle de lui. Et si à l'intérieur on ne parle pas de lui, nous refusons de parler de lui parce que la politique, les politiciens d'une époque donnée ne veulent pas. C'est pas bien. Les enfants ne vont même pas le connaître. Alors, c'est dit, on ne présente pas les modèles pour inspirer. Voilà, donc c'est ça. Et le manque de reconnaissance envoie tous ces que je viens de citer. Mais par exemple, dans quelles conditions on doit s'abstenir de dire merci ouvertement? Oui, il y a des moments où on doit s'abstenir parce que quelqu'un qui vient, il fait un don, il dit il ne veut pas qu'on cite son nom. Alors peut-être qu'il faut remercier dans le cœur, il faut prier pour lui, voilà, pour que ses affaires marchent, mais ne pas publier parce que c'est sa volonté. Voilà, il y a des gens comme ça, ils viennent donner. Je sais qu'ils étaient quelque part dans une église et quelqu'un a envoyé des sacs de descendre. Il a envoyé un enfant. Et il dit de descendre, il dit que c'est pour les vieilles personnes des différents quartiers. Et lui, il a préféré passer par le catéchisme pour qu'on donne. On a demandé à savoir, il dit non. L'intéressé de ne pas donner son nom, il dit de donner le riz là seulement. Donc bon, on était obligé d'accepter et de chercher vraiment des personnes qui sont dans le besoin pour donner. La personne dit ne veut pas qu'on sache ce que c'est lui, donc ça ne sert pas de chercher à remercier. Il y a des moments aussi où, par exemple, des gens ont des sollicitations. Quelqu'un, il a une ligne de conduite, il a une entreprise, il fait des œuvres sociales, alors, et pour attirer les clients. Mais souvent, sa famille n'est pas forcément pour. Alors, parce que les gens pensent qu'une entreprise un chef d'entreprise qui donne l'argent, alors c'est un gaspillage. Non, ça peut être une démarche pour attirer les clients. Mais la famille, par exemple, voudrait que cet argent leur profite. Alors que non, si on ne fait pas comme ça, on ne va pas avoir l'argent là pour pouvoir gérer la famille. Voilà, c'est une stratégie commerciale, par exemple. Donc, en ce moment, si vous voyez que les remerciements de façon ouverte là, ça va déranger la famille, on peut s'abstenir, voilà, pour ne pas créer des désagréments. Voilà, c'est important. Et quelles sont les implications aussi sur l'éducation des enfants, que ce soit à l'école ou en famille? Alors, pour l'implication, c'est que nous devons apprendre aux enfants dès le bas âge à dire merci à tout moment. Oui, quand tu appelles ton enfant, tu lui fais des reproches, tu fais des conseils, il doit te dire merci. Il faut lui apprendre ça. Un tonton qui vient lui donner un billet de 1000 francs, il doit dire merci. On t'a donné un bonbon, dire merci. Ce n'est pas la quantité qu'on doit regarder, mais c'est le geste qu'on doit regarder. Voilà, donc c'est comme ça. On doit apprendre ça aux enfants, que ce soit à l'école ou à la maison, pour qu'ils grandissent avec ça. Tout simplement, s'ils n'ont pas, ils n'ont pas cette valeur-là, ils n'apprennent pas, ils ne peuvent pas donner. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas appris. Voilà, s'ils n'apprennent pas ça quand ils sont petits, et c'est un peu compliqué. Même après le repas, on doit dire merci. Nous, on a une maman, alors quand elle finit de manger, elle va te réciter tout un chapelet. Remercier celle qui a fait la cuisine, alors remercier le producteur, et voilà, tout ça là. Et c'est important d'être reconnaissant. Voilà. C'est vraiment des valeurs importantes, surtout quand nos enfants arrivent à inculquer ça. C'est bien. Et vous semblez aussi être inspiré pour parler donc de cette valeur-là, la reconnaissance. Est-ce que c'est une valeur aussi que vous partagez autour de vous? Exactement. Mais avant de revenir à ça, je peux dire qu'on peut être reconnaissant de plusieurs manières. Okay. À travers des mots, une lettre de reconnaissance, et une attestation de reconnaissance, une lettre de remerciement. Ça peut être aussi une salle qu'on baptise. Par exemple, quand on dit studio Intel, voilà, c'est une reconnaissance. Université Norbert Jango de Kourgou, Université Thomas Sankara, voilà, c'est des reconnaissances. Oui, je partage cette valeur, comme je disais tantôt. Alors, moi, j'insiste beaucoup avec mes élèves pour qu'on soit reconnaissant. Et c'est comme je disais tantôt, le confect c'était le week-end. Si je ne suis pas reconnaissant, ce n'est pas normal. Les gens m'ont beaucoup soutenu, que ce soit en argent, en soutien organisationnel et en médiatisation avec Savane et TV. Alors, je remercie tout le personnel de Savane TV et Elad Sidnaba, voilà, en premier.
Merci, Voilà, merci beaucoup. beaucoup. Merci beaucoup à vous. Et on espère que, en tout cas, la leçon est passée, que vous allez pouvoir partager ces valeurs-là chez vous. Parce que on a dit que dans le monde où on est là, c'est quand votre enfant à la base, à la maison, a une certaine valeur qu'on peut le préserver. Il peut ne pas être contaminé par le dehors, pour parler simplement. C'est bien de faire évoluer vos enfants avec des valeurs intrinsèques et pouvoir mieux se positionner dans la société. Merci, Monsieur Kenou. Merci, maman. On aura encore d'autres occasions à Merci. travers d'autres Bonne émissions. journée. Merci. Merci à vous. Je rappelle que vous suiviez cet élément en rediffusion puisque nous avons proposé cet élément pour un œil sur la société. À présent, nous allons marquer une petite pause et on retourne sur ce plateau et cette fois-ci, nous allons repartir à la rubrique à la découverte 2 avant de nous quitter. Je rappelle que nous découvrons cette semaine à l'habitat du Faso pour la rubrique à la découverte 2, l'habitat du Faso qui se trouve au Musée national. On vous invite à écouter notre guide touristique, M. Auguste Bado du Musée national. Nous sommes au niveau du plateau central et pour découvrir l'habitat Mouara. Alors, la particularité de l'habitat Mouara, les maisons sont des cases rondes avec un toit en paille. Et lorsque vous y entrez, l'intérieur, vous avez beaucoup de mobilier. Par exemple, vous avez le foyer à l'intérieur de la maison. Comme je le dis, ça permet, la fumée du foyer permet de conserver le bois qui est au niveau du toit. Et également, vous allez voir qu'à l'intérieur de la maison, vous avez des ustensiles tels que les calebasses, tels que des plats en argile, des marmites en argile. Mais étant donné que l'activité phare de la femme Mouara, avant aussi c'était la filature, donc vous verrez du coton à côté. Donc à tout moment, lorsque la femme elle finit les travaux champêtres et revient le soir, elle se repose en filant le coton. L'habitat sent également sa particularité. Ce sont des habitats dont le toit est fait avec une terrasse. Et vous allez voir également que souvent on n'a pas besoin d'une chambre en tant que telle. On va faire juste un cloisonnement caché lorsque vous rentrez dans l'habitat que vous ne voyez pas celui qui est couché. Et à côté aussi vous avez des greniers typiques au sang. Donc ces greniers, vous allez voir au-dessus de la cime, vous avez un petit toit qui ferme le grenier. Contrairement à certains greniers d'autres communautés, vous allez voir tout est en paille. Là, vous avez de la terre et c'est aussi qu'on ferme. Et lorsque on commence à enlever les céréales, qu'on atteint un certain niveau, on va ouvrir une petite ouverture et c'est par là qu'on va enlever les céréales. Nous sommes au niveau à l'intérieur de l'habitat 100 et vous voyez également que le toit est fait avec du bois, et soutenu par de gros bois pour permettre de supporter le poids de la terrasse. Alors à côté, quand vous voyez toujours, vous avez une lampe à côté qui permet d'éclairer la maison la nuit. Et c'est toujours les lampes faites à base de coton, donc avec du beurre de qualité. Alors, si nous regardons, à côté, il y a toujours un foyer. Et c'est là que, puisqu'à l'intérieur de la maison, les femmes préparent, mais l'avantage, c'est que c'est la fumée de la cuisine qui permet de conserver le bois qui est au niveau du toit. Donc on peut dire que c'est une méthode endogène pour la conservation de ces matériaux. Sur le plan culinaire, donc nous avons ce qu'on appelle le zamné, c'est des lentilles sauvages qui constituent l'un des mets, je dirais, très connus chez les Sans. Donc ce mets se fait, on prépare et on consomme avec de l'huile, contrairement à d'autres communautés qui vont l'utiliser pour faire juste de la sauce. Alors, au niveau de l'art vestimentaire, il faut dire que les Sans ont une spécialité. Vous avez ces motifs-là qu'on appelle la technique à dessin réservé, qui consiste à coudre, mettre des fils sur un pain blanc, de le teindre avec l'indigo et après de défaire les fils. Donc en défaisant les fils, vous allez voir des traces blanches et c'est ce qui donne ces motifs que vous avez sur le pain. On peut dire qu'il y a panoplie de motifs tels que les kouris, il y a les nuages, donc vous allez voir des colonnes blanches donc, pour constituer ces nuages-là.
Merci beaucoup à vous de votre attention pour la rubrique à la découverte 2 et merci à vous d'avoir suivi l'émission Bonjour le Faso. On s'arrête ici pour l'émission de ce matin. On se retrouve Inch'Allah demain mercredi. Prenez soin de vous et belle semaine et encore bonne journée à vous.